Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce nouveau petit oral de Sciences Po TV. Bonjour Sérène. Bonjour Louise. Alors, en France, en 1840, Honoré de Balzac écrivait: La presse est en France un quatrième pouvoir dans l'État. Elle attaque tout et personne ne l'attaque. Aujourd'hui, en 2022, la presse semble avoir un peu perdu une part de ce pouvoir d'influence entre, d'un côté, concentration des médias privés et attaque sur le service public. Le monde des médias semble de plus en plus fragilisé. La presse peut-elle encore jouer son rôle de contre-pouvoir? C'est le thème de l'émission du jour. Pour en discuter avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Lévrier. Alexis Lévrier, bonjour. Bonjour. Alexis Lévrier, vous êtes historien de la presse, maître de conférences à l'université de Reims et vous avez signé aux éditions Les Petits Matins l'ouvrage Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse. Et également avec nous en direct de Strasbourg en Zoom, Julie Cédel, bonjour. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg, ainsi que chercheuse à Sage, et vous publiez Dirigeant de médias aux éditions La Découverte, dans la collection Repères. Alors, est-ce que, Alexis Lévrier, vous pouvez commencer par nous parler un petit peu de vous, ce que vous écrivez dans votre ouvrage, et en général de un peu votre étude? Alors, En quelques mots. c'est difficile de résumer un bouquin de 400 pages en quelques mots, mais c'est un ouvrage consacré au rapport entre les présidents de la Ve République et la presse. Alors, je n'ai pas travaillé en tant que tel sur l'actionnariat, sur ce phénomène de concentration, mais j'y touche nécessairement, puisque évidemment, la question des rapports entre les présidents et la presse, c'est aussi la question des rapports entre les présidents et les dirigeants de ces médias. Donc, mon sujet d'étude, c'est plutôt le milieu journalistique, le monde journalistique, mais la question est de savoir quelle indépendance garde les journalistes par rapport aux dirigeants qui les contrôlent, soit d'ailleurs des télévisions publiques ou des médias privés. Donc c'est cette question que je traite dans le livre et j'espère que je vous apporte une réponse suffisamment nuancée parce que ce sont des questions complexes. Merci beaucoup. Et vous, Julie Cédel, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de vos études et votre thèse? Oui, alors en fait, c'est un ouvrage qui a été publié au PUR, aux presses universitaires de Rennes, mais qui donne lieu à un ouvrage de synthèse qui va être publié aux éditions La Découverte. Donc là, c'est voilà. Donc moi, j'ai travaillé sur les dirigeants de médias. Donc c'est un travail de sociologie actuelle qui porte sur la période récente et qui s'intéresse aux salariés qui sont placés à la direction des principaux médias nationaux d'information et qui s'intéresse donc à leur recrutement, à la manière dont se fabrique en France un dirigeant de médias. Donc j'ai pour ça interrogé 40 dirigeants de médias. J'ai également fait une analyse prosopographique, c'est-à-dire voilà, à partir de la biographie des dirigeants des principaux médias nationaux en 2016. Et à partir de là, donc, j'ai essayé de dégager un peu des constantes, c'est-à-dire j'ai essayé de montrer quels étaient un peu le profil global de ces dirigeants, mais également j'ai essayé de mettre à jour des logiques de fonctionnement de ce groupe professionnel, si tant est que l'on peut parler de groupe professionnel. Voilà. Merci beaucoup. Donc, le paysage médiatique français, c'est un thème très vaste qui suscite beaucoup d'interrogations. Donc, pour faire un portrait suffisant, aujourd'hui, on a 8 milliardaires et 2 millionnaires qui pèsent sur 81% de la diffusion des quotidiens nationaux en France. Pour n'en citer que quelques-uns, Bernard Arnault, Patrick Drahi et Vincent Bolloré. Alexis Lévrier, est-ce que cette concentration, c'est un phénomène inédit ou récurrent dans l'histoire de la presse en France? Non, ce n'est pas un phénomène inédit. En fait, le premier empire médiatique, c'est la fin du XVIIIe siècle. C'est Charles-Joseph Pankouk qui... alors, on est toujours proche du pouvoir politique. Et Pankouk, il récupère les privilèges, c'est-à-dire les autorisations d'imprimer des grands médias, des grands journaux de l'époque. Et puis, il crée comme ça ses propres journaux. Et par cette négociation avec le pouvoir politique, il parvient à détenir la plupart des grands journaux de la fin du XVIIIe siècle. Il est favorable aux idées des Lumières, c'est aussi lui qui va éditer l'encyclopédie, il fera la première édition posthume de Voltaire, mais en même temps, il est obligé de composer avec ce pouvoir monarchique qui est en train de s'affaiblir, mais qui garde la possibilité d'agir sur la détention des grands médias. Après le XIXe siècle, vous aurez de grands empires, c'est l'industrialisation de la presse, c'est des personnages comme Girardin qui
qui vont détenir de nombreux médias et qui vont quand même progressivement acquérir une indépendance beaucoup plus forte par rapport au pouvoir politique. Et ce qui a changé dans la période très récente, après on pourrait évoquer le XXe siècle et des empires comme celui de Robert Hersan, par exemple, pour n'évoquer que celui-là, mais ce qui change depuis quelques décennies, c'est que finalement, tous les personnages dont j'ai parlé, hein, Pankouk, Girardin, Hersan, ce sont des gens qui ont fait carrière dans les médias. Ils détiennent les groupes de presse et c'est le cœur de leur activité. Et ce qui se passe avec les noms que vous avez cités aujourd'hui, hein, Arnaud, Bouygues, alors les Gardère, c'est l'héritier d'un empire qui est quand même un empire des médias, mais qui s'était beaucoup diversifié. Et Bolloré, dans un premier temps, on y reviendra, mais ce n'est pas quelqu'un qui est spécialisé dans la presse, c'est que ce sont des gens pour qui les Niel, c'est la même chose. La presse est un outil d'influence ou un outil de prestige, mais pour eux, ce n'est pas le cœur de leur activité. Et en plus, c'est une activité qui est plutôt menée à perte. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un discours parfois complotiste, mais qui parfois part d'un questionnement qui est légitime sur pourquoi est-ce qu'ils vont prendre des participations, voire racheter purement et simplement des médias dont ils savent que ça va plutôt les appauvrir que les enrichir. Donc il y a un questionnement qui est légitime, qui peut donner lieu à beaucoup de fantasmes, parce qu'en plus, évidemment, ces grands patrons, aujourd'hui, ont des liens avec le pouvoir politique. Et ça, on est dans le prolongement de l'histoire dont je parlais depuis Pankouk. Et parfois, ces liens sont explicites. Hein. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'était des liens très forts, hein, soit avec Arnaud Lagardère, avec Bernard Arnault, avec Vincent Bolloré. Il avait des liens extrêmement proches, mais beaucoup plus proches avec ses patrons qu'avec le milieu journalistique lui-même. Et alors moi, je crois qu'il faut lutter contre un fantasme, mais ce n'est pas parce que vous êtes ami d'un milliardaire qui détient des médias que ces médias vont dire du bien de vous. Et je crois que c'est en cela, moi c'est pour ça que je suis assez critique du discours du nom Diplo, de la CRIMED, de l'association qui part du principe que quand vous avez des oligarques, forcément les journalistes n'ont aucune autonomie, parce que du coup ils ratent à mon avis la singularité de ce qui s'est passé avec Bolloré. Parce que Bolloré, lui, effectivement, il ne laisse aucune autonomie à ses rédactions. Ce qu'a vécu la rédaction d'ITV, devenue celle de CNews, ce qu'a vécu en quelques mois la rédaction d'Europe 1, et les prémices de ce que vivent aujourd'hui la rédaction de Paris Match ou la rédaction du JDD est franchement inquiétant. Mais dans le cas de Bernard Arnault, dans le cas surtout d'Elisabeth Gueniel et même d'Arnaud Lagardère longtemps, il y avait une véritable autonomie qui était laissée aux rédactions. Mais juste, est-ce que, enfin, je rebondis juste aussi sur ce que vous avez dit, est-ce que donc ces milliardaires et millionnaires, ils ne détiennent ces groupes de presse que parce qu'il y a un intérêt politique? Parce que justement, on pourrait se demander, comme ça ne rapporte pas beaucoup, quelle est la raison de les détenir? Est-ce qu'il n'y a que cet intérêt politique qui est important ou il y a autre chose? Non, alors, c'est sûr que certains, alors Pierre, quand on l'interroge, il dit qu'il fait œuvre d'utilité publique, et peut-être que c'est vrai, c'est-à-dire que c'est un outil de prestige, c'est-à-dire, regardez, je suis quelqu'un qui sauve des médias, je suis un bon samaritain, ça peut entrer en ligne de compte. Dans le cas de Vincent Bolloré, pour revenir à cet exemple-là, ce qui est très singulier, c'est qu'il avait un groupe industriel, mais qui est au moment où il se retire, puisqu'en février, il a cédé la main sur ce groupe officiellement, il a voulu recentrer ses activités sur les médias. Et là, il rejoint finalement cette histoire dont je vous parlais, c'est-à-dire ces grands actionnaires, ces grands patrons de presse dont c'était le cœur d'activité. Eh bien, finalement, le groupe Bolloré, aujourd'hui, c'est ça. C'est un groupe centré, mais ce qu'il calcule, lui, évidemment, il mène une bataille culturelle, une bataille politique, une bataille électorale, on l'a vu pendant cette campagne. La grande caractéristique de cette campagne, c'est qu'elle a été impactée, même définie par ce que voulait Bolloré. En accord, évidemment, avec Zemmour, mais on n'a jamais eu une campagne électorale présidentielle à ce point influencée par un actionnaire. Et lui, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un groupe de presse assez tentaculaire, mais qui n'est pas juste de presse. C'est vraiment les médias au sens large. Il y a la communication, il y a les jeux vidéo, il y a l'édition, qui pose encore plus de problèmes que pour la presse, puisqu'il a les deux principaux groupes français, Hachette et Editis, qui lui appartiennent. Alors, ça va être redéfini parce que la Commission européenne ne va pas laisser passer ça. Mais on a aujourd'hui un empire tentaculaire qui, je crois que son calcul, il est évidemment culturel, il veut mener une bataille, mais son calcul, il est aussi économique. C'est-à-dire qu'il se dit qu'en contrôlant, en ayant des concentrations à la fois horizontales et verticales, en détenant un groupe aussi important, il arrivera à avoir à la fois cette influence politique dont je parlais, mais aussi sur d'autres secteurs. Oui, et puis une cohérence économique, des économies d'échelle qu'on peut créer quand on contrôle autant de médias aussi larges, et que ça lui permettra d'avoir un groupe rentable au moment où ses activités en Afrique étaient par ailleurs menacées à la fois par les affaires judiciaires et puis par le déclin de la France-Afrique. Donc il resserre ses activités. C'est quelqu'un, Bolloré, par rapport
à Lagardère, ou tout ça, qui est resté attaché jusqu'au bout à ce qu'il pouvait garder de son groupe, lui, c'est aussi un patron de presse avisé. Il ne fera pas n'importe quoi. Et s'il a choisi d'en faire un groupe de médias, tous ces choix sont stratégiques. Ils sont stratégiques à la fois sur l'influence, dont je parlais, mais aussi sur la cohérence économique. Il faut avoir en tête les deux quand on parle de Bolloré. On va aborder cette particularité du cas Vincent Bolloré avec Julie Sibel. Vous avez travaillé sur les dirigeants de presse en tant que groupe sociologique. Est-ce que Vincent Bolloré, c'est une exception, comme ça semble l'être, ou est-ce qu'il s'inscrit dans une forme de cohérence sociologique avec ses homologues? Alors, Vincent Bolloré, effectivement, c'est vraiment un cas paroxystique d'intervention directe de l'actionnaire majoritaire sur les contenus. Ce qu'on ne retrouve pas forcément, on le retrouve avec Serge Dassault, par exemple, d'après les témoignages de dirigeants de médias que j'ai pu rencontrer, mais on ne le retrouve pas avec forcément d'autres propriétaires, d'autres actionnaires. Pourquoi ? Parce que intervenir directement sur un contenu journalistique, ça peut porter atteinte à la réputation d'un journal, ce qui forme un capital symbolique qui est toujours très fragile, en fait. Donc, la réputation, c'est quelque chose de très précieux et forcément, ça nuit au crédit du journal. Donc, ce qui peut expliquer que finalement, les journalistes, les actionnaires interviennent peu sur les contenus éditoriaux. Alors également parce qu'il existe des SAS dans un grand nombre de sociétés, des SAS constitués par c'est des chartes, par exemple, des chartes éthiques, des comités de déontologie qui visent justement à empêcher que l'actionnaire majoritaire n'intervienne directement. Cela étant dit, on peut voir qu'en fait, l'actionnaire majoritaire peut quand même intervenir à travers des leviers qui sont moins visibles, tels que le recrutement, ou encore l'allocation de ressources. Typiquement, je te coupe un budget, j'interviens de manière indirecte sur la ligne éditoriale en fermant un bureau stratégique, dans une zone stratégique, parce que je considère que ce n'est pas la peine d'investir dans cette zone. Donc, il peut intervenir, mais par des moyens, je dirais, plus subtils qu'une intervention grossière et directe, comme le fait Bolloré. La deuxième chose, c'est pour revenir à ce que disait mon collègue, c'est qu'en fait, la venue donc, de ces actionnaires qui ont des affaires en dehors des médias, pour qui le journalisme, c'est une activité parmi d'autres, eh bien, elle se traduit par un changement de direction, un changement de profil à la tête des grands groupes. Et notamment, on le voit très bien quand on regarde dans l'histoire, la venue en fait, des managers qui commencent dans les années 80-90, c'est-à-dire de gens qui viennent de filières économiques, y compris des cabinets McKinsey, donc ça on en retrouve à la direction de Canal+. McKinsey en ce moment, on n'arrête pas d'en parler. Et on retrouve également d'autres gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs ou qui sont des anciens hauts fonctionnaires. Donc ça, c'est important parce que ça se traduit, la montée en puissance de ces grands groupes actionnariales, ça se traduit par la mise à l'écart des journalistes des instances stratégiques de direction. Et ça se traduit aussi, comme on a pu le voir au Monde en 2010, par donc la perte de pouvoir des sociétés de rédacteurs. Donc ça, on le voit très bien donc au journal Le Monde, on l'a vu également au journal Libération. Et donc ça, c'est ce que je veux dire par là, c'est que cette montée en puissance des grands groupes actionnariaux, eh bien, elle se traduit par un changement, un basculement dans le profil des dirigeants et qui a pour conséquence donc finalement une mise à l'écart des profils plus journalistiques au profit donc de gens qui ont des compétences gestionnaires, qui savent gérer les comptes, des compétences aussi administratives. Et voilà, donc ça c'est un élément important. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais... Oui, très bien. Je me tourne vers vous, Alexis Lévrier. Est-ce que, donc, il faut, nous, citoyens français, avoir peur de Vincent Bolloré et de la concentration de médias que représente Vincent Bolloré aujourd'hui ou pas? Ah oui, il faut absolument avoir peur. Quelques jours des élections, vous ne venez pas... non, mais... Alors, on voit la limite de ça, c'est-à-dire que c'est la première fois dans une présidentielle, je me disais qu'un candidat est propulsé par un groupe de médias, parce que la candidature de Zemmour n'est possible que parce que pendant 2 ans, dans Face à l'info, alors même qu'il est déjà multi-condamné pour incitation à la haine raciale et religieuse, on lui a donné une tribune formidable.
Et contrairement à toutes ses apparitions précédentes, que ce soit chez Ruquier ou même dans sa dispute sur les télé, il n'a pas de vrai contradicteur. Face à l'info, c'est plutôt une suite de monologues. Lui, il y en a deux. Et en fait, Christine Kelly, d'ailleurs, c'est une ancienne membre du CSA, je trouve ça navrant. Elle a été décorée de l'Ordre du Mérite, donc l'Élysée ne lui en veut pas tant que ça. Mais elle a offert à Zemmour une exposition et une absence totale de contradiction qui est révoltante. Et qui a contribué à installer un discours, des obsessions, un imaginaire, un lexique de grand remplacement, par exemple, qui a permis de banaliser ces idées-là. Et en même temps, on voit que dans la dernière ligne droite de la campagne, Zemmour a perdu presque la moitié des taux qu'il avait dans les sondages et au profit de Marine Le Pen. Alors même que CNews, depuis le départ, fait une campagne pour dire qu'elle est de gauche. Il y a un nombre incroyable d'émissions de CNews pour essayer de montrer que Marine Le Pen est une femme de gauche, au prix quand même de contorsions idéologiques assez surprenantes. Mais derrière, il y avait vraiment clairement un projet à mon avis, de Vincent Bolloré, et en tout cas de Serge Medjar, qui dirige CNews. Et Europe 1, c'est la même chose, il y a d'énormes convergences entre les deux. Et puis, on a vu des interviews sidérantes où Bruno Le Maire, interrogé par Sonia Mabrouk sur Europe 1, quand on lui demande s'il partage le constat de Zemmour justement sur l'immigration, il dit ben non, etc. Il essaie d'expliquer son discours, c'est quand même une ministre de l'économie. Et il lui répond, alors vous êtes dans le déni de réalité. C'est une intervieweuse, c'est un exercice journalistique traditionnel, c'est une journaliste engagée mais qui doit respecter en principe certaines obligations déontologiques, qu'elle oublie complètement. Elle devient une militante au service d'une radio et d'un groupe de presse qui lui-même est militant. Donc ça, on ne l'avait jamais vu de manière aussi obscène dans une campagne électorale. Et donc oui, il faut avoir peur de Vincent Bolloré parce qu'elle ne va pas s'arrêter là. Et qu'il a servi finalement, ça a une influence sur la campagne, c'est-à-dire que c'est Marine Le Pen qui a été très peu présente, et qui a même été ciblée par CNews, mais qui bénéficie de cela indirectement parce qu'elle apparaît comme une femme apaisée, discrète, modérée, de gauche finalement, comme dit CNews. Et finalement, ça a contribué à la rendre sympathique, à l'inverse de Zemmour, qui paye un peu sa radicalité. Et donc, cette campagne, elle a été définie par l'empire Bolloré. Donc, on aurait tort de ne pas avoir peur. Et après, je crois que les électeurs peuvent se faire leur propre opinion et que, comme me disait ma collègue, il y a des instances quand même pour résister à cela au sein des rédactions. Mais ce qui est inquiétant avec Bolloré, c'est qu'à chaque fois, il pense que les journalistes ont un prix, et un prix pas très élevé. Donc, il y a des clauses qui sont signées. Ça a mis du temps pour les télés, ça a beaucoup plus rapidement pour Europe 1. On commence à avoir des départs au sein du JDD de Paris Match. Vous avez Cyril Petit qui est parti la semaine dernière, qui est un journaliste exemplaire, apprécié de toute la rédaction du JDD, et qui était un peu une garantie qu'on n'irait pas à marche forcée vers la bollorisation. Et bien, il est parti. C'est peut-être pas pour cette raison-là, mais il a quitté ce navire-là. Donc on a toutes les raisons de penser que ce groupe tentaculaire qui couvre tous les aspects de la communication, l'agence Havas, c'est une des principales agences de communication. Il y a le jeu vidéo, il y a l'édition avec plus de la moitié de l'édition française, il y a la radio avec Europe 1, il y a la télévision avec le groupe Canal, il y a la presse écrite avec Prisma, une vingtaine de magazines. Quelque chose d'essentiel, je développe beaucoup ça dans le livre, qui est la presse People, va être tenu en partie par le groupe Bolloré, puisqu'il détient Paris Match, il détient Gala, il détient Voici, avec Prisma d'un côté et le reste du groupe Lagardère de l'autre. Donc si on n'a pas peur de ça, c'est qu'on est fou. Mais je rebondis juste rapidement, mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, une chaîne comme CNews et plus largement le groupe Bolloré peut faire basculer une élection ou pas? C'est la preuve que non. C'est-à-dire qu'ils ont une influence énorme. C'est-à-dire qu'ils ont imposé en quelques mois, dans la période. Alors, c'est une élection très particulière aussi parce que le Jupiter, donc le président en exercice, qui s'inspire de Mitterrand, je vous essaie de le montrer dans le livre, je crois que tout le confirme en ce moment, a voulu se déclarer au dernier moment. Donc, il n'était pas dans la campagne. Et même maintenant qu'il y est, il n'est pas vraiment. Hier soir, il n'était pas sur France 2. Il fait une campagne vraiment en retrait pour imposer l'évidence de sa réélection. Et du coup, il y avait un espace libre qui a été occupé par le groupe Bolloré. Et entre septembre et décembre, notamment, au moment où le CSA a fait, à mon avis, comme une erreur en considérant Zemmour comme un candidat, parce que du coup, on lui a donné une exposition considérable. Tout le monde, il était moins présent sur CNews, mais il a été présent partout. Parce qu'on a dit, le CSA me considère comme une personnalité politique, et bien on va faire pareil. Et donc, il a pu partout imposer son discours. Et il y a peut-être une forme de fascination un peu naïve de la part de ses anciens collègues qui lui ont donné cette exposition et qui lui ont donné une audience qu'il ne méritait pas forcément. Et ça lui a permis
de prendre cette place-là dans les sondages, mais je crois qu'au-delà de sa candidature, c'est qu'on a fonctionné jusqu'au dernier moment de la campagne, alors même qu'il y avait la question du pouvoir d'achat qui aurait dû se poser. On a parlé d'islam, d'immigration, d'identité. Les 3 I du groupe Bolloré, en quelque sorte. Et ils les ont imposés, et on n'a parlé que de ça jusqu'à la guerre d'Ukraine, finalement. Et c'est la preuve qu'ils ont eu une influence, mais cette influence n'a pas été suffisante pour porter Zemmour au pouvoir. Enfin, le premier tour est dans quelques jours. Mais on voit bien en tout cas que les sondages sont plutôt dans le mauvais sens pour lui, et que ses dernières interventions médiatiques étaient plutôt ratées en plus, alors qu'il était, c'est son cœur de cible, c'est là où il est le meilleur. Or, il est un peu dans un moment où finalement ses apparitions médiatiques sont beaucoup moins réussies qu'auparavant. Vous évoquez beaucoup le CSA. Donc, on semble qu'il n'aurait pas, après avoir laissé Zemmour s'exprimer 2 ans, outre les incitations à la haine, etc., dire des fake news historiques, pour le coup, qui n'ont pas été condamnés trop peu par le CSA. Est-ce qu'il y a une forme de faillite des instruments de régulation, ou est-ce qu'il faut les repenser? Je ne sais pas ce que ma collègue en pensera, mais moi je crois qu'effectivement il faut les repenser, que l'ARCOM, puisqu'on l'appelle comme ça, a essayé de réagir. Il y a eu quand même, face à ces news, tout un ensemble de mesures qui ont été prises, de sanctions, alors plutôt symboliques qu'autre chose. Non, puisque si vous voulez, c'est un calcul. Dans l'histoire de la presse, alors si on monte à Girardin dont je parlais, quand il y a un phénomène que le pouvoir politique veut endiguer, on peut penser au feuilleton au 19e siècle par exemple, on peut faire peur, mais les patrons de presse, ils font toujours un calcul, et Girardin le disait très bien au 19e siècle. À l'époque, c'était le feuilleton qui faisait peur, on pensait que ça allait dépraver, les romans feuilletons, ça allait dépraver les mœurs, et donc à la Chambre des députés, on avait des débats pour savoir qu'il fallait interdire le feuilleton ou faire un impôt spécifique pour les journaux qui publiaient les feuilletons. Et Girardin, qui devait une grande partie du succès de la presse, son journal, au roman feuilleton, avait dit, on fait un calcul simple, c'est vous pouvez mettre toutes les sanctions que vous voulez et les incitations économiques, ça sera toujours moins rentable pour moi que de publier les feuilletons. Le feuilleton a drainé vers la presse tout un public qui jusque-là ne lisait pas les journaux, donc je vais continuer de toute façon à publier. Donc les patrons de presse, ils font des calculs assez rationnels, et je crois que c'est ce que je disais sur Bolloré, c'est aussi quelqu'un qui regarde l'audience. Zemmour, il arrive, il multiplie par 4 ou 5 l'audience de la case sur laquelle il était. Et donc je crois que Bolloré, il a fait ce calcul-là, c'est au-delà du calcul électoral, de la bataille électorale qui paraît réelle qu'il mène, il a fait un calcul de patron de presse, il s'est dit, bon, on va me faire des sanctions, peut-être que je vais payer des amendes, mais ça va à la limite contribuer au succès de scandale qu'obtient cette émission. Et donc je crois qu'il faut aller au-delà de ce type de sanctions. CNews bénéficie par exemple d'un signal, d'une chaîne qui est très bien exposée et qui envie LCI et France Télé. Il y a là ce type de menaces qu'on peut avoir et dire finalement, est-ce que vous méritez de continuer à avoir ce canal qui est visé par d'autres chaînes qui, elles, respectent leurs obligations déontologiques. Julie Seidel, vous, est-ce que vous pensez qu'on doit repenser justement ces outils de régulation des médias pour les dirigeants de presse et pour pouvoir les sanctionner? Alors, je n'ai pas travaillé sur cette question particulièrement, donc je ne vais pas raconter des choses sur un sujet que j'ai pas travaillé en fait sur les instances de régulation des médias, etc. Donc, je peux pas vous dire exactement si l'État doit intervenir davantage. Ça, ce n'est pas du tout dans le cadre je n'ai pas abordé cette séquence-là dans le cadre de mes travaux. Moi, je me suis vraiment intéressée à qui étaient les personnes nommées au poste stratégique dans les journaux. Donc, je ne me suis pas intéressée spécifiquement à Bolloré non plus. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup, parce que il fait partie d'un ensemble d'actionnaires. Moi, j'ai travaillé sur un spectre beaucoup plus large, en fait, sur d'autres actionnaires, Claude Perdriel, qui est décédé maintenant, actionnaires de gauche comme de droite. Donc, j'allais dire, c'est pas vraiment mon angle d'approche. Sur cette question-là, par ailleurs, j'ai l'impression que l'État a tout intérêt à entretenir avec les actionnaires des relations privilégiées.
Preuve en est que les rencontres qui se déroulent avec les actionnaires se font au Palais de l'Élysée en général, hein, et sans grande transparence, quoi. Donc on en retrouve des séquences dans certains ouvrages de témoignages, comme Un tout petit monde, par exemple, qui porte sur le rachat du journal Le Monde et la manière dont Emmanuel Macron est intervenu et d'autres, etc. Donc ça, ce que je trouve intéressant, c'est la position, la place privilégiée qu'ont les actionnaires, l'accès privilégié des actionnaires aux hommes politiques de premier plan. Ça, c'est quelque chose qui peut-être est nouveau et qui n'était peut-être pas, enfin je parle sous le contrôle de mon collègue, n'avait pas la même intensité avant. Peut-être que les directeurs éditoriaux, les directeurs de journaux avaient plus de poids et avaient une relation plus facilitée à ces acteurs politiques que ne l'ont maintenant les actionnaires. C'est ce que j'ai pu... voilà un résultat en fait du travail que j'ai pu mener et qui m'a été notamment conforté par des témoignages de dirigeants. Mais je parle quand même sous le contrôle de mon collègue historien. Très juste, ça me paraît très juste. Vous, justement, Alexis Lévrier, dans votre ouvrage, vous comparez le président Macron presque à un monarque dans son attitude c'est à la lui presse. qui se compare à C'est lui qui se compare à un monarque, mais dans son attitude à la presse. Donc, est-ce que finalement les actionnaires de presse constituent une forme de nouvelle cour, si on essaie de faire la synthèse de votre travaux en filant cette métaphore royale? Mais du coup, j'avais une question par rapport à ça. Donc, vous comparez l'attitude d'Emmanuel Macron à l'égard de la presse et celle des monarques français. Qu'est-ce que cela révèle de la conception par le pouvoir de la presse et des rapports à cette dernière en France? En fait, la Ve République elle-même est un prolongement de la monarchie. Et c'est comme ça que De Gaulle l'a pensé. Et or, Emmanuel Macron, dans ses textes un peu programmatiques, il y en a deux auxquels il renvoie tout le temps. C'est un entretien au Roi en 2015 et un entretien à Marianne en 2016. Et dans celui de 2015, il compare le président à un roi. Il dit que les Français n'ont pas vu la mort du roi et que les seuls présidents qui ont réussi à faire au Français, ce sont ceux qui ont incarné cette dimension monarchique, donc le général de Gaulle et François Mitterrand. Et dans l'entretien de Marianne en 2016, il évoque le président jupitérien qu'il veut être, à l'inverse de François Hollande. Et ça renvoie, alors il ne le dit pas, et c'est ce que j'essaie de retrouver dans le livre, mais en fait, c'est un renvoi à François Mitterrand, puisque le communicant de François Mitterrand, qui s'appelait Jacques Pillan, avait théorisé la notion de présidence jupitérienne. C'est un président en surplomb, qui maîtrise ses apparitions médiatiques, qui contrôle les médias, qui n'intervient que lorsqu'il le veut, et qui choisit l'arythmie. C'est pas tellement la rareté, c'est plutôt de choisir de doser ses apparitions d'une manière surprenante pour les médias. Et donc, c'est dans cette filiation monarchique, mais aussi des présidents qui ont repris cette tradition-là, donc le général de Gaulle et François Mitterrand, que se situe Emmanuel Macron. Et d'une manière explicite qu'il a parfaitement théorisé dans les 2 années qui ont précédé son élection. Et en fait, il continue, puisqu'il fait une campagne très mitterrandienne. On le voit bien ici, c'est une non-campagne mitterrandienne. C'est-à-dire, il s'est déclaré 36 jours avant, Mitterrand c'était 33 jours avant, en 88, et il est quasiment absent. Et il fait payer, on le voit à France 2, qu'il trouve, il y a plusieurs choses, il apprécie pas Anne-Sophie Lapix, qu'il trouve, il dit qu'il n'y avait pas assez neutre, en fait c'est qu'elle est trop caustique, trop, à mon avis justement pas assez révérencieuse à ses yeux. Il n'a pas apprécié le documentaire de Mimi Marchand sur Mimi Marchand de complément d'enquête, qui effectivement montre la face cachée du quinquennat sur le plan People. Il a compris, comme De Gaulle, il ne voulait pas au début aller dans la presse People. Il a même eu des mots très durs comme son épouse qui avait fait une première intervention dans Paris Match en 2016. Il a dit elle s'est fait avoir, on ne nous y reprendra plus. Et puis entre-temps, il rencontre par Xavier Niel, donc ça touche à notre sujet, Mimi Marchand, et il se rend compte que pour être un président de la Ve République, il faut se mettre en scène, soi-même et son couple, sa famille, dans son cas c'était sa femme, et instrumentaliser sa vie privée. Parce que les Français attendent ça, et il va servir de la presse pour ça, il va se servir de la mamarazzi, comme on l'appelle, qui est Mimi Marchand, qui va avoir ses entrées à l'Élysée, alors même qu'elle a un nombre incroyable de condamnations judiciaires, et ça continue puisqu'elle est à nouveau mise en examen dans un des volets d'une des nombreuses affaires Sarkozy, puisqu'elle était aussi très proche du couple de Sarkozy. Et du coup, j'ai trouvé ça très bien que Complément d'enquête fasse ce documentaire sur cette femme de l'ombre qui était capable de faire peur aux journalistes. C'est-à-dire que même il y a eu un livre qui s'appelle Mimi, qui est très bien, mais jusqu'au bout, ils ont eu du mal à avoir des témoignages parce que les gens ont peur de cette femme, de son rôle dans la presse et aussi de l'influence qu'elle a à l'Élysée.
Et France 2 a fait ce numéro de complément d'enquête. Et aujourd'hui, France 2 le paye, alors même que Emmanuel Macron, alors c'est pas lui qui l'a fait placer, mais pour plaire à Emmanuel Macron, on a mis là Cyril Graziani, qui donc dirige le service de l'information et qui est le journaliste le plus proche, enfin, un des journalistes les plus proches d'Emmanuel Macron. Et malgré la présence de Cyril Graziani, eh bien, France 2 n'aura pas les interventions d'Emmanuel Macron. Donc là, il est complètement jupitérien, il est complètement gaulo-mitterrandien, il est complètement monarchique dans sa conception de rapport aux médias. Mais cela dit, pour nuancer quand même, on n'est plus sur la monarchie, mais c'est la période que j'ai d'abord étudiée. Je peux dire que ça va quand même au-delà de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. On peut mettre les journalistes en prison du jour au lendemain. Non, c'est quand même pas la même chose. Et quand De Gaulle, par exemple, décide de placer le RTF sous son seul contrôle, d'en faire un instrument de célébration du pouvoir, il dit, c'est ce que raconte Alain Peyrefitte, la presse est contre moi, la télévision est à moi. C'est parce qu'il a le sentiment que la presse écrite lui est hostile qu'il choisit d'utiliser le RTF comme un instrument de célébration de son propre pouvoir. Et pour vous montrer aussi que les présidents qui utilisent trop cette dimension monarchique peuvent se tromper, c'est que même si il y a une dimension monarchique, c'est une monarchie élective. Donc, il y a malgré tout des élections. Et c'est des moments difficiles pour les monarques républicains. Et même De Gaulle l'a vécu en 1965. Ce qui se passe dans la campagne officielle de 1965, c'est que jusque-là, le RTF, c'était uniquement pour le général De Gaulle et pour ses ministres. Et tout d'un coup, et c'était plutôt bien du point de vue démocratique, il y a cette campagne que le général a voulu égalitaire, donc on donne le même temps d'antenne à tous les candidats. Un peu ce qui se passe là dans la séquence où on est. Et donc ils ont tous accès à l'ORTF et les Français découvrent, parce que c'est aussi une décennie, les années 60, où les Français s'équipent en téléviseur, ils découvrent les visages de leaders de l'opposition, de Le Canuet notamment, qui va jouer sur sa télégénie, de François Mitterrand, qui était déjà un peu connu, et puis de personnalités beaucoup plus secondaires, et ils crèvent l'écran pour certains d'entre eux. Et la réaction du général de Gaulle, un peu comme Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de dire, moi je ne veux pas me mélanger à ces gens-là. Je suis au-dessus, je suis le président, je suis le monarque, je reste sur l'Olympe. Et donc, dans le temps d'antenne qui est dédié au général, au milieu de ses interventions, de ses adversaires, eh bien on laisse l'horloge de l'RTF. À la place de Gaulle, vous avez l'horloge de l'RTF. Et ça, c'est terrible pour les Français, parce qu'ils ont le sentiment qu'on leur vole l'élection, ou en tout cas que le général de Gaulle refuse ce rituel quand même électoral, et qu'il est trop méprisant, trop arrogant à leur égard. Et il va le payer, et c'est une des raisons pour lesquelles François Mitterrand le pousse au second tour, contre toute attente. Il y a un effondrement dans les derniers sondages qui est dû en grande partie à son refus de jouer le jeu de l'élection. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron commet la même erreur en dosant ses apparitions, en les limitant à l'extrême et en refusant d'intervenir dans des médias qu'il juge trop irrévérencieux, comme France 2 en l'occurrence. Et comme on parle d'Emmanuel Macron, pour parler de la campagne présidentielle, les médias font quand même vraiment partie de la campagne, mais aussi des programmes. Et assez brièvement, mais comment concrètement Emmanuel Macron, dans son programme, a mis en avant qu'il voulait supprimer la redevance de la redevance télévision? Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement? Et les candidats d'extrême droite et de droite, eux, souhaitent privatiser les services publics. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour tous les journalistes et pour en fait les gens qui font partie et de la télé d'un côté pour Emmanuel Macron et du service public pour les candidats d'extrême droite et de droite? Alors déjà, ce n'est pas la même chose que ce que propose Éric Zemmour ou Marine Le Pen, qui s'en sont plus frontalement à l'audiovisuel public, qui ont dit que c'était, comme on dit sur CNews d'ailleurs, que c'est le RTF, que c'est des officines au service de la propagande socialiste. Hein. Il ne dit pas la même chose. Il propose la fin de la redevance. Le problème, c'est qu'il ne justifie pas, il n'a à aucun moment envisagé les instruments de compenser cette disparition de la redevance. C'est ça, parce que moi, personnellement, je me demande comment concrètement, si on supprime cette redevance, certes, mais qu'est-ce qu'on met à la place et qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est tout le problème, et c'est aussi le problème de la rareté de la parole du président, c'est que du coup, ceux que l'on entend, c'est Gabriel Attal, c'est quelques-uns de ses ministres, qui eux-mêmes, comme la Macronie est très verticale, ont du mal à meubler ce vide, et on ne sait pas exactement. Or, la redevance, elle a une dimension, elle a plein de défauts, et puis il y a quelque chose de concret, là, le président a raison de le souligner, c'est que la taxe d'habitation va disparaître. Or, elle est adossée à la taxe d'habitation. Comment on fait pour maintenir cet impôt? Mais elle a un avantage, c'est que les Français savent ce qu'ils payent pour l'indépendance de l'audiovisuel public. Donc, il y a cette dimension directe. On sait ce qu'on paye. D'ailleurs, quand c'était, je crois, Darmanin qui avait baissé la redevance de
en euros, c'était déjà cette idée qu'on affaiblissait un peu symboliquement l'audiovisuel public. Là, il s'agit de la supprimer totalement sans qu'on sache comment cette baisse va être compensée. Ça veut dire que l'audiovisuel public sera à la merci de ce que ce que décideront les gouvernements et successifs. Or, c'est toujours l'antre du pouvoir jupitérien, l'audiovisuel public. Quel que soit le président, on a cette tentation de mettre des hommes ou des femmes à soi, de vouloir intervenir dans les programmes. Il n'y a pas que De Gaulle, Mitterrand et Macron. Sarkozy l'a fait, même Chirac, même Hollande l'a fait. Et au moins en payant la redevance, on avait un lien direct qui s'établissait entre les Français et l'audiovisuel public. Ce lien, il va disparaître si Emmanuel Macron est réélu d'une part et met en application cette mesure d'autre part. Et c'est tout à fait légitime d'être inquiet, même s'il ne faut pas mettre sur le même plan que ce que peuvent dire Éric Zemmour ou Marine Le Pen, qui eux veulent purement et simplement privatiser l'audiovisuel public. Pour Julie Céline, cette question de la suppression de la redevance TV, elle fait écho à un gros problème de financement des médias. Est-ce que vous avez, parce que je sais que vous travaillez un peu dessus, des potentiels, je ne sais pas, comment pourrait-on repenser l'économie des médias, surtout au moment où la presse écrite, surtout, est en grande difficulté avec la concurrence du numérique et de celui de l'information gratuite? Oui, alors c'est vrai qu'on voit mal une presse sans aide de l'État, que ce soit la presse écrite ou encore la presse audiovisuelle. Par ailleurs, c'est quand même un gage de qualité, ces financements publics. Ils permettent en effet une marge d'autonomie des rédactions. Et d'ailleurs, c'est une erreur stratégique de la part d'Emmanuel Macron de supprimer la taxe en pleine campagne présidentielle. Et on le voit bien, c'est possiblement, il ne veut pas être interrogé sur France 2 parce qu'il a peur de payer en fait d'une certaine manière le contre-coup de sa réforme. Et voilà. Bon, effectivement, il y a un problème de sous-financement de la presse structurelle. Et du coup, c'est un peu comme le cinéma, si vous voulez. C'est une industrie qui est fortement dépendante de ressources exogènes. Alors, soit ce sont des actionnaires qui viennent de l'entreprise privée, du monde des affaires, etc., soit c'est l'État en général. Donc, il y a une troisième voie qui est celle de la création de fondations, comme essaye de le faire Mediapart ou encore Xavier Niel au Monde, ou encore Patrick Drahi à Libération, mais il y a aussi, se logent également d'autres types de formes de financement, des modèles un peu alternatifs, avec voilà, l'appel aux lecteurs, aux dons, etc. Mais c'est quand même un problème structurel et auquel, sans financement public, je pense, ce serait très compliqué, en tout cas pour la presse, de vivre. Alors, financement public, ça ne veut pas dire dépendance à l'égard de l'État. Donc, c'est pour ça que le CSA, certes, présente un certain nombre de critiques, il est souvent critiqué, etc., mais il a le mérite quand même d'exister et de fonctionner un peu comme un sas qui permet justement, malgré tout, de conserver, de permettre à l'audiovisuel public de conserver une marge d'indépendance. Alors parfois, il est remis en question, notamment quand Nicolas Sarkozy a décidé de nommer lui-même les présidents de chaînes de télé. Mais il n'en demeure pas moins que voilà, c'est un système qui fonctionne, qui fait ses preuves en Grande-Bretagne avec la BBC, et je crois dont on ne peut pas se passer en France, dès lors qu'en plus, aucune solution alternative n'est proposée par le gouvernement. Donc voilà ce qu'on peut dire. Il y a aussi des enquêtes internationales qui ont été menées sur différents pays qui comparent justement les modes de financement et qui ont montré que les médias publics permettaient une plus grande forme, une forme de pluralisme de meilleure qualité et jouaient un rôle démocratique, une mission civique qui était très, très importante. Du coup, en se basant sur ces études, on peut, il est important, je pense, de sauvegarder ce système public. Justement, pour rebondir sur cette critique du service public, on a d'un côté un peu le service public qu'on veut parler qui parle de tous les citoyens, et de l'autre, des chaînes comme CNews. Alors, est-ce que aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'aura bientôt plus que des médias d'opinion ou des médias qui, en fait, sont obligés d'avoir une ligne éditoriale qui est un peu politisée pour concurrencer le modèle de CNews, ou est-ce que le média d'information existe encore ?
Oui, les médias d'information, ils existent encore, mais là où je rejoins votre inquiétude, c'est, par exemple, la première fois, c'était dans le courant de l'année 2021 que CNews est arrivé en tête des audiences sur une Mm. journée ou sur une semaine, je ne sais plus. On avait interrogé Marc-Olivier Fogiel, qui dirige BFM, pour savoir quelle était sa réaction. Et il disait, CNews, c'est une chaîne d'opinion, nous, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va se recentrer sur l'information pure, sur le reportage, sur l'enquête, vous allez voir ce que vous allez voir, surtout la présidentielle approche, on aura besoin de contrer le modèle des chaînes d'opinion par le retour à ce qui fait l'essence du journalisme, qui est l'information. Ils ont fait l'inverse. Alors c'est dû au succès de cette formule, c'est-à-dire que ça fonctionne bien et que c'est en plus low cost. CNews, c'est une chaîne low cost. Moi, j'y suis beaucoup allé, en fait, pour te dire, au moment où ça donnait ses news. Et au début, je n'ai pas vu l'extrême droitisation du tout. J'ai vu le côté low cost. Ils invitaient des universitaires qui ne payaient pas, ou des journalistes qui venaient gratuitement. Et on se retrouvait, moi je me rappelle les locaux de CNews vides. C'est incroyable de voir cette rédaction désœuvrée et puis avec personne. Et donc, c'est un modèle low cost où on ne sentait pas à ce moment-là la pression de l'extrême droite. C'est venu par petites touches. Et ça a triomphé dans ce court temps. Donc, on s'est débarrassé d'un tiers de la rédaction à peu près. On a embauché beaucoup de pigistes, de JRI qu'on payait très mal. Et progressivement, on s'est aperçu sur cette chaîne que faire de l'opinion, on rend ça très spectaculaire, parce que j'ai aussi vécu ça. Il faut avoir en tête que c'est du café du commerce, mais surjoué. Pascal Praud, il s'inspire en fait d'Eugène Sacomano, c'est un journaliste sportif à la base, hein, et il avait participé à des émissions d'Eugène Sacomano, qui lui-même avait adapté en France le modèle d'une émission italienne consacrée au sport, et ils ont surjoué des oppositions. Et Sacomano, il faisait ça avec la rivalité entre l'OM et le PSG, grosso modo. Et Pascal Praud, il faisait ça avec ce qu'on doit brûler les femmes voilées, quoi. Grosso modo, c'est à peu près ce qu'on nous explique. Et donc, mais c'est tout aussi artificiel. C'est-à-dire que ces gens-là se font la bise. Enfin, c'était avant le Covid, moi j'y allais. Et tout le monde est très, très content d'être là. Et tout le monde, en fait, c'est le même milieu. C'est de l'endogamie complète. Et dès que les projecteurs et que les caméras sont partis, on fait semblant d'utiliser un mot vulgaire, mais de se fâcher, d'avoir des controverses, alors que tout ça, les Français n'ont pas forcément conscience, et de l'ordre de... on fait semblant d'avoir affaire au café du commerce, et c'est des gens qui ne partagent pas du tout les valeurs du café du commerce, qui sont dans un autre monde, et qui surjouent ça, et parce que faire de l'extrême droite, ça fonctionne très bien, aller sur ces discours-là, ça a permis de banaliser ces idées, et puis d'avoir un petit parfum de scandale, de faire du Renaud Camus, qui était exclu des médias depuis plusieurs années, même presque presque 2 décennies qu'on n'avait pas vu dans les médias, et banaliser ces idées, installer ces idées, finalement l'inviter, puisque Olivier Faure l'a reçu sur CNews, tout cela fonctionne très bien. Et donc les autres chaînes voient que ça fonctionne, et que ça fonctionne sans demander beaucoup de ressources économiques. Donc ce modèle s'est généralisé, et je crois qu'aujourd'hui, les chaînes d'information, en tout cas BFM et LCI, France TV Info, je pense c'est un peu différent. Voilà, l'information en continu est devenue de l'opinion en continu. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Mais dans les médias, c'est toujours un jeu de vase communicant. C'est-à-dire que si l'information est abandonnée par les chaînes d'info, eh bien, c'est la presse écrite, que ce soit en ligne ou la presse traditionnellement papier, qui va récupérer ça. Et on voit bien que le Monde, même s'il a perdu, comme ma collègue l'a rappelé, son indépendance en 2010, et c'est très regrettable, continue à défendre son indépendance, fait du journalisme de reportage, d'enquête, d'investigation, et que beaucoup d'autres journaux de la presse écrite se ressentent. Peut-être Libé a fait ça, Mediapart, ça c'est traditionnel depuis sa naissance, et c'est un journal qui est une réussite économique exemplaire. Donc ça fonctionnera toujours, il y aura toujours un public pour faire de l'information. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est à la télévision. C'est-à-dire, mais même à la télévision, je parlais de complément d'enquête, c'est une excellente émission qui fait beaucoup d'audience, envoyé spécial, il y a d'autres émissions qui, sans aller vers le côté spectaculaire et un peu, là encore, vers l'extrême droite, on peut avoir zone interdite, par exemple, parfois, mais il y a de la vraie enquête, de la vraie investigation à la télévision. Ce sont l'inquiétude qu'on doit avoir, c'est sur l'avenir des chaînes d'information. On parle beaucoup, dans le média, de la défiance, surtout en parlant de CNews et de toutes ces chaînes, surtout que CNews entretient finalement une forme de défiance vis-à-vis des médias traditionnels, du Mans, qui sont à la tête du gouvernement, l'extrême droite dans les médias a tendance à beaucoup décrédibiliser le service public parce que
Et on se demandait avec lui si cette défiance des citoyens vis-à-vis de la presse, est-ce que c'est un phénomène nouveau? Alors, ça- Est-ce qu'il a pris de l'ampleur beaucoup plus en ce moment, Oui. du fait des réseaux sociaux, du numérique, Bien sûr. ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours eu lieu et qui continuera dans les années à venir? Non, moi, je travaille sur la défiance à l'égard des journalistes dès le XVIIe siècle, donc c'est vraiment pas nouveau. Et c'est d'ailleurs, on est frappé de voir que c'est toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire il y a celles qui viennent du pouvoir politique, il y a celles qui viennent des lecteurs qui sont jaloux des journalistes, qui voudraient être journalistes à la place des journalistes, et celles qui viennent aussi du milieu littéraire, du milieu intellectuel. Donc tout ça, ça reste intangible. Et ce qui a changé ces dernières années, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, c'est une haine qui prend des formes ritualisées et des formes violentes. On est entré dans les rédactions, on a brûlé des journaux, on s'en est pris physiquement à des journalistes, il y a des tentatives de lynchage, des tentatives même de viol, on a vécu des choses quand même hallucinantes pendant le mouvement des Gilets jaunes qui sont prolongées avec le mouvement des antivax. Mais justement, je crois que dans ce cadre-là, une chaîne comme CNews sera à l'abri de ça. C'est-à-dire que CNews, à l'époque des Gilets jaunes, n'était pas encore sur l'extrême droitisation. Elle est devenue, elle est un peu vers un discours anti-vax aussi. Et justement, elle est préservée du coup de ces critiques-là. Ils vont plutôt s'en prendre à des journalistes de l'AFP, à des journalistes du Monde, à des journalistes qui sont censés, dont ils pensent qu'ils sont proches du pouvoir, soit économique ou politique. Donc je crois que précisément Bolloré, en jouant cette carte de la démagogie, du populisme et de l'extrême droite, il va plaire à une partie des antivax ou des gilets jaunes, même si les gilets jaunes ne peuvent pas du tout être réduits à l'extrême droite, évidemment. Mais en tout cas, il y avait cette défiance à l'égard des médias mainstream. Et CNews a un discours anti-médias mainstream désormais. Donc, je pense qu'eux, ils seront relativement préservés. Là où il faut s'inquiéter dans cette défiance, c'est plutôt à l'égard des formes traditionnelles d'information, exigeantes d'information. Il était quand même hallucinant pendant les Gilets jaunes qu'on s'en prenne à des journalistes de l'AFP, accusés d'être des instruments d'Emmanuel Macron, alors que des journalistes de RT, par exemple, dont on voit bien aujourd'hui quel travail ils faisaient, et au nom de qui et pourquoi ils le faisaient, pourquoi est-ce qu'ils épousaient la cause des Gilets jaunes. Ce n'est pas par affection pour les Gilets jaunes, c'est parce que Poutine voulait déséquilibrer et affaiblir les démocraties occidentales. Il se sert de tout ce qu'il peut. Il se sert de la même manière de Black Lives Matter aux États-Unis, pas par affection pour ce mouvement, mais parce que ça pouvait affaiblir la démocratie américaine. C'est toujours ça, et les Gilets jaunes étaient d'une naïveté incroyable à l'égard de ces chaînes comme RT, comme Sputnik, qui n'étaient là que pour se servir d'eux comme instrument de déstabilisation de la démocratie. Et je me demandais justement, Julie Cédel, est-ce que par rapport à cette défiance envers les médias qu'ont une partie de la population, est-ce que cette défiance, elle est souvent à l'égard justement de dire oui, mais les médias sont au sol du gouvernement, etc. Et pourtant, on entend moins le discours sur la défiance parce que les médias appartiennent à des grands dirigeants de presse, alors qu'on pourrait se dire que finalement, c'est une raison principale d'être défiant d'un média qui peut-être serait censuré, etc. Comment vous percevez cette montée de la défiance de la population ? Ben en fait, cette défiance, elle vient pas simplement de la population, elle vient des élites, elle vient des médias eux-mêmes, elle vient des acteurs politiques qui peuvent critiquer le journalisme. On le voit avec Emmanuel Macron, par exemple. Donc, je pense qu'elle n'est pas totalement populaire, quoi. Et cette défiance, elle existe depuis de nombreuses années, y compris dans le discours des gens qui ont mis au point Internet. Enfin, voilà, il y a tout un discours parmi ces précurseurs sur on va inventer d'autres moyens de communication, on va court-circuiter justement les journalistes, les intermédiaires pour instaurer un rapport direct au peuple. Et du coup, donc cette défiance, elle est difficile à situer dans l'espace social. Je crois qu'elle prend différentes formes en fonction des groupes sociaux, mais je crois qu'elle traverse véritablement toutes les couches de la population, pas simplement les gilets jaunes, les antivax. Et c'est d'ailleurs, c'est également, elle est aussi donc véhiculée par les journalistes eux-mêmes lorsqu'ils créent un site internet, par exemple Mediapart, ou un site spécialisé dans l'investigation. C'est aussi parce que les journalistes font le constat que dans leur rédaction, ils ne peuvent plus faire leur travail d'investigation.
Donc, il y a aussi une critique interne au journalisme qui est importante et qui participe aussi de cette défiance généralisée. Mais la défiance, elle existe depuis longtemps, effectivement. D'ailleurs, le baromètre La Croix, Télérama, qui existe depuis les années 90, ne cesse de montrer, de mesurer justement la confiance des Français à l'égard des médias. Donc, je pense que c'est pas totalement nouveau, mais on a un foisonnement de nouveaux acteurs qui vont effectivement émerger à partir des années 2000 grâce aux potentialités d'Internet et se proposer d'être autoproducteurs d'informations ou de concurrencer les médias dominants et d'inventer de nouvelles formes de presse. Donc voilà, je pense que voilà, cette défiance, elle est également à l'origine de nouveautés, d'ingéniosité. Enfin voilà, il y a tout un ensemble d'éléments. Donc moi, j'essaierai, j'introduirais un peu d'hétérogénéité dans le terme de défiance, quoi. Il faudrait effectivement voir comment elle se décline en fonction des groupes sociaux dans la société, quelle forme elle prend. Et par ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont finalement, en même temps, dans le même mouvement, les gens se proposent de faire leurs propres médias. Donc finalement, est-ce qu'elle est vraiment si durable, cette défiance, dès lors qu'on décide soi-même de produire une émission sur YouTube, etc. C'est qu'il y a quand même une forme de confiance dans l'information, quoi. Mais effectivement, qui peut court-circuiter la voie traditionnelle qui est celle de la carte de presse, Oui, oui. notamment puisqu'on a beaucoup de gens qui court-circuitent en fait cette carte de presse et qui s'instituent journalistes, alors pour le meilleur et pour le pire, hein, je dirais. Mais enfin voilà. Moi, je suis convaincu de ça. Et dans l'histoire, c'est quelque chose qu'on retrouve chez ces lecteurs fascinés par la presse et qui, en même temps, dans un jeu paradoxal, la détestent. Il y a toujours cette tentation de devenir soi-même journaliste. Et sous l'Ancien Régime, ils se réunissaient dans les cafés et surtout dans les lieux publics et notamment dans les jardins, au Palais Royal d'abord. Et puis après, ils ont eu, c'est ce qu'on appelait l'arbre de Cracovie parce que c'était un arbre sur lequel des cracks étaient proférés en permanence et les Parisiens et tous les auteurs de l'époque se moquaient du fait que ces nouvelles de bouche, comme on les appelait, qui se prenaient pour des journalistes, en fait se trompaient tout le temps et déversaient un grand nombre de mensonges en étant la dupe souvent des journaux étrangers qui avaient tout intérêt là encore à déstabiliser l'État monarchique. Et simplement, ça montre bien. Alors aujourd'hui, on a des instruments nouveaux pour le faire, évidemment, à commencer par des smartphones et on peut filmer les manifestations, on peut intervenir soi-même, on peut facilement créer des chaînes YouTube. Donc on a, sur le plan technique, la possibilité de réaliser facilement ce qui était le rêve des nouvellistes de Bush du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qui était de concurrencer les journalistes. Mais cette tentation, en fait, et ce paradoxe, c'est-à-dire que les gens qui critiquent le plus la presse sont aussi ceux qui se rêvent journalistes, elle traverse toute notre histoire. Mais du coup, on peut imaginer que cette tentation puisse amener vers une critique plus positive de la presse, puisque Julie, vous mentionnez le cas de Mediapart, ça part d'une critique interne des dérives, de ce qui apparaît pour un certain nombre de dérives du journalisme, pour se recentrer sur le journalisme d'investigation. Donc on a peut-être tout lieu de garder un peu d'optimisme quand on parle de cette défiance, elle n'est peut-être pas totalement destructrice. Et donc, on va arriver malheureusement à la fin de notre émission avec une dernière question pour répondre à la question qui nous intéressait. Donc, si vous pouvez répondre chacun en quelques mots avec tout ce qu'on a dit et bien sûr votre propre pensée. Est-ce que vous pensez personnellement que la presse peut encore jouer son rôle de contre-pouvoir? Mais bien sûr, je suis très inquiet sur le groupe Bolloré, vous l'avez compris, sur la place qu'il prend et la difficulté pour réguler en fait cet empire. Mais comme vous disiez à l'instant à propos de Mediapart, l'histoire des médias, c'est un constant renouvellement. Et quand il y a des positions comme ça de prééminence d'un groupe, il y a aussi des outils de contestation qui naissent presque aussitôt. Donc, c'est des jeux de métamorphose permanente avec parfois des médias qui étaient devenus des médias alternatifs qui prennent à nouveau un rôle plus central. Donc, moi, je crois à cette capacité des médias d'une part et de la presse d'autre part à se réinventer en permanence. Simplement, il faut imaginer de nouveaux cadres, de nouveaux instruments de régulation. On a parlé de l'ARCOM avec CSA. Il y a une loi sur la concentration des médias, qui est la loi de 86, qui est devenue complètement obsolète. Et c'est d'abord cette loi-là qu'il faudra revoir. Et je regrette de ce point de vue-là que la question des médias, la question
de la presse, de l'information n'ait pas été davantage évoqué dans cette campagne, parce qu'on voit bien que cette loi ne fonctionne plus et qu'on n'est pas capable de lutter contre un groupe comme celui de Vincent Bolloré. Il y a par exemple un des éléments, il y a une règle qu'on appelle la règle des 2 sur 3 dans la loi de 86, c'est-à-dire qu'un même patron de presse ne peut pas avoir à la fois une radio, une chaîne de télévision et un quotidien. Parce qu'à l'époque, on estimait que pour la presse écrite, ce qui était le plus important, c'était un quotidien. Actuellement, la seule chose qui manque à Bolloré, c'est un quotidien. Alors on lui prête l'intention, et Bernard Arnault le dit aussi, de racheter le Figaro et d'en faire, ce qui a parfois été le Figaro dans son histoire, un outil au service de l'extrême droite. Ça a été le cas dans les années 20 avec François Coty, donc on reviendrait à une des pages sombres de l'histoire du Figaro. Mais pour l'instant, il n'est pas concerné par cette règle et il ne peut pas être visé par cette loi de 86. Donc il faut bien qu'on comprenne que la démocratie peut se défendre contre des oligarques de ce type et qui ont vocation à la menacer. On voit bien qu'il a essayé de perturber le jeu électoral. Donc il faut se défendre contre Bolloré et pour ça, il faut inventer, tant que l'extrême droite n'est pas au pouvoir, des instruments qui puissent permettre d'éviter qu'elle y arrive un jour. Monsieur Julie Sebel, vous avez quelque chose à ajouter? Je me souviens plus de votre question. Est-ce que vous pouvez la reposer en fait? Excusez-moi, mais la presse peut-elle encore jouer son rôle de contre-pouvoir? Alors, voilà, c'est une question. Oui, effectivement, elle peut jouer son rôle de contre-pouvoir. Ce qui m'inquiète plutôt, c'est du côté de la profession effectivement journalistique qui a perdu un grand nombre d'effectifs. Et voilà, c'est une profession qui est menacée, menacée par les suppressions de postes, etc. Et du coup, là, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à défendre, mais c'est une profession qui, néanmoins, a une place très importante au sein des organes de presse et qui joue un rôle de contre-pouvoir au sein des entreprises de presse. C'est-à-dire que, malgré tout, on peut dire qu'elle protège, enfin, il y a des mécanismes de protection des rédactions, y compris normalement dans les groupes qui sont détenus par des hommes d'affaires, des actionnaires, etc. Mais voilà, je dirais qu'effectivement, le rôle de contre-pouvoir, on le voit, s'effectue de plus en plus aux marges du champ. Alors même si Mediapart n'est plus un média marginal, c'est un journal qui connaît une croissance très importante. Et donc, et aussi auprès d'un public qui a les moyens de payer une information de qualité, puisque ces journaux proposent des informations sur abonnement, donc ça veut dire que ce n'est pas gratuit, on n'a pas un accès voilà, aux informations, et je pense que la réflexion doit être menée effectivement, en particulier pour les médias grand public, tels que la télévision, quoi. Donc voilà, en même temps, la télévision n'a jamais véritablement joué un rôle de contre-pouvoir. En fait, c'est plutôt dans la presse écrite que pouvaient se lire les grandes enquêtes, l'investigation dans le Canard enchaîné, au Monde, etc. Je dirais que la télévision a souvent repris la presse écrite, a été souvent une caisse de résonance de la presse écrite, mais n'a pas forcément été moteur dans la révélation. Par exemple, en raison des pouvoirs que l'audiovisuel a souvent entretenus avec les pouvoirs publics. Enfin, en tout cas, partiellement, en raison de cela. Donc, contre-pouvoir, je pense qu'effectivement, la presse peut continuer à jouer un rôle de contre-pouvoir, en partie parce qu'elle est organisée, parce qu'il y a des organisations professionnelles, parce qu'il y a une profession qui est là, qui est voilà, instituée. Et donc, c'est ce qui fait sa force d'ailleurs. Et c'est ce qui constitue d'ailleurs le meilleur rempart, cette profession, ces normes professionnelles et leur défense contre l'arrivée de ces actionnaires ou les tentatives de prédation de ces actionnaires sur la presse. Merci beaucoup. Merci pour cet optimisme dans période de compliquée d'élection. Merci beaucoup à Letty Lévrier et Julie Sebel, en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. C'est un échange passionnant. Et pour nos auditeurs, on se retrouve bientôt pour une émission de Sciences Po TV. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne soirée à tous.